Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire incroyable d'espionnage, de vengeance et de justice secrète. C'est une opération qui a littéralement redéfini les règles du contre-terrorisme et qui soulève des questions qui, franchement, sont toujours d'actualité. On parle bien sûr de l'opération Colère de Dieu. Tout commence avec un chiffre, un seul. 11. 11 vies. 11 athlètes israéliens assassinés pendant les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et cet événement, c'est bien plus qu'une simple tragédie. C'est vraiment l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et lancer l'une des opérations secrètes les plus audacieuses du XXe siècle. Donc, une tragédie au jeu, l'attentat qui a choqué le monde. Faut se remettre dans le contexte. 1972. Les JO, c'est censé être un moment de paix, d'unité. Tout le monde a les yeux rivés dessus. Et puis, l'horreur. Le groupe Septembre Noir, une faction palestinienne, prend en otage et assassine les athlètes israéliens. Pour Israël, le choc est inimaginable. Mais très vite, le deuil, il va laisser la place à autre chose. Une volonté de faire, une volonté d'agir. Et la réponse, elle ne se fait pas attendre, elle est décisive. La première ministre de l'époque, Golda Meir, elle est intraitable. Elle déclare que non, un acte aussi barbare, ça ne peut pas rester sans réponse. C'est une décision ferme, radicale, l'État ne laissera pas passer ça. Le message est on ne peut plus clair, ce n'est plus une question de se défendre, mais de riposter. Et cette riposte, elle va avoir un nom. Opération Colère de Dieu. C'est le Mossad, le fameux service de renseignement israélien, qui est chargé de l'affaire. Et leur mission, elle est secrète, officielle et sans précédent. Retrouver tous les responsables du massacre, tous, où qu'ils se cachent sur la planète, et les éliminer. Une chasse à l'homme à l'échelle mondiale est sur le point de commencer. Une vengeance secrète. Comment est-ce que le Mossad a traqué ses cibles? Parce que la question qu'on se pose, c'est comment on fait? Comment on mène une opération pareille? Il a fallu agir dans l'ombre, sur un terrain de jeu mondial, avec des méthodes chirurgicales. Alors voyons un peu comment ils s'y sont pris. La méthode du Mossad était hyper structurée. En gros, ça se passait en 3 temps. D'abord, l'étape numéro 1, le renseignement et la localisation. Le plus gros du travail en fait. Traquer les cibles à travers l'Europe, le Moyen-Orient, partout. Ensuite, étape 2, l'attaque ciblée. Une fois la cible repérée, on passe à l'action, avec une précision quasi militaire. Et enfin, étape 3, la couverture. Les agents utilisaient de fausses identités, des équipes spécialisées, tout pour repérer en secret et bien sûr éviter de déclencher des crises internationaux. Et quand on parle des outils de l'opération, on est dans le concret. Et c'est assez brutal. On parle d'assassinats par balle, parfois en pleine rue, d'explosions de voitures piégées, d'embuscades méticuleusement préparées. Bref, le Mossad a utilisé tout l'arsenal des opérations secrètes pour arriver à ses fins. Pas de demi-mesure. Cette campagne de représailles, elle va s'étaler sur plusieurs années. Ça commence dès 1972. Il y a eu des succès, bien sûr, comme en 1973 à Paris, où l'un des cerveaux de l'attentat est éliminé. Mais il y a aussi eu des drames, des erreurs tragiques. La plus connue, c'est l'affaire de Lillehammer en Norvège, la même année. Là, les agents se trompent de cible et tuent un innocent, un homme qui n'avait absolument rien à voir. Et ça a provoqué un scandale international énorme, qui a mis un coup de projecteur brutal sur les méthodes du Mossad, et surtout sur le risque terrible de l'erreur humaine. Justice ou controverse, les réactions du monde. Parce qu'évidemment, une opération d'une telle envergure, ça ne passe pas inaperçu. Très vite, un débat mondial s'installe. Un débat qui, en fait, n'est toujours pas terminé. Est-ce que c'était un acte de justice légitime, ou bien une série d'exécutions illégales? Et c'est là que c'est fascinant parce qu'il y a vraiment une double perception. D'un côté, un acte de justice. En Israël, l'opération a été vue par beaucoup comme une réponse juste et nécessaire, une façon de rendre justice aux victimes de Munich. Mais de l'autre côté, on parle de méthodes extrajudiciaires. À l'international, les critiques ont été très dures. On a accusé Israël de pratiquer des assassinats d'État, en dehors de toute loi, de tout cadre juridique. Mais au-delà du débat moral, il y a un message politique. Un message très clair. Avec cette opération, Israël a montré une chose. Quiconque s'attaque à ses citoyens sera puni, peu importe où il se trouve, peu importe les frontières. C'était une façon de tracer une ligne rouge dans le sable. Une nouvelle doctrine de dissuasion était née. L'héritage durable de l'opération. Comment Colère de Dieu a changé le contre-terrorisme. Parce que, près de 50 ans après, on peut se demander ce qu'il reste de tout ça. Eh bien, l'impact est énorme, c'est indéniable. Cette opération a laissé une marque profonde sur les stratégies de sécurité et de renseignement dans le monde entier. Si on devait résumer les points clés à retenir, ce serait ça. Premièrement, ça a complètement transformé la manière dont les pays voient le terrorisme qui dépasse les frontières. Deuxièmement, ça a montré à quel point le renseignement était devenu l'arme numéro 1 pour la sécurité d'un pays. Et enfin, c'est devenu l'exemple même, l'emblème de la stratégie israélienne de contre-terrorisme. C'est vraiment une histoire où se mêlent la vengeance, la justice et le secret le plus total. Et au final, tout ça nous ramène à un dilemme qui est toujours là aujourd'hui. La question, c'est
Comment un État peut-il punir des terroristes tout en respectant le droit international et surtout en évitant de tuer des innocents? Où est-ce qu'on place la limite entre le besoin de justice pour les victimes et le respect des lois qui sont censées nous protéger tous? C'est une question incroyablement complexe, et l'opération Colère de Dieu reste l'un des exemples les plus frappants de ce débat sans fin.